Parfois, rentrer chez soi signifie affronter ceux qui n'ont jamais cru en vous. Parfois, cela veut dire planter quelque chose de magnifique dans une terre que tout le monde a abandonnée. Sandrine Duval a 58 ans lorsqu'elle retourne dans le hameau isolé en Provence où elle est née. Elle porte un sac à dos en toile cousu main et des graines conservées dans des enveloppes en papier. Sa famille vit toujours dans la vieille maison de campagne en bois, et il se moque de son jardin, des choux violets, des soucis, d'étranges courges jaunes. Son neveu appelle cela la « salade de sorcière ». Mais Sandrine plante quand même. Au fil des saisons, sa récolte commence à changer les choses. Les moqueries s'estompent. La terre répond à quelque chose que sa famille ne comprend pas, et des vérités longtemps enfouies commencent à percer le sol. Que se passe-t-il lorsque le retour discret d'une femme force tout le monde à affronter ce qu'il fuit depuis 30 ans? La route de campagne n'avait pas changé en 30 ans. Sandrine Duval la parcourait de la même manière que dans sa jeunesse, bien que ses genoux protestent davantage maintenant, et que son sac pèse plus lourd qu'il ne le devrait. Le sac en toile, cousu main et rapiécé à 3 endroits, contenait tout ce qui comptait pour elle, une tenue de rechange, une couverture en laine et 27 enveloppes de graines qu'elle avait économisées pendant une décennie. Chaque enveloppe était étiquetée de son écriture soignée, chou violet, souci citron, aubergine japonaise, melon amer. Le vallon s'ouvrit devant elle juste après le vieux chêne foudroyé. Elle s'arrêta là, reprenant son souffle, contemplant la terre qu'elle avait laissée derrière elle. La maison de campagne en bois se dressait dans la clairière comme elle l'avait toujours fait, la fumée s'élevant de la cheminée en pierre. Quelqu'un avait ajouté un toit en tôle, remplacé les rampes du porche, mais la grange penchait toujours vers la gauche, et le ruisseau taillait toujours une saignée d'argent à travers le pré. Elle était partie depuis 30 ans. 30 ans depuis la dispute, les mots durs, la porte qui se referme derrière elle. 30 ans qu'elle n'avait pas vu sa mère vivante. Sandrine ajusta son sac et commença à descendre le sentier. Pierre était en train de fendre du bois quand elle arriva dans la clairière. Son frère aîné avait grisonné, ses épaules étaient plus larges mais maintenant voûtées. Il leva les yeux au son de ses bottes sur le gravier, et son visage se figea. La hache s'arrêta en plein élan. Sandrine? Pierre. Ils restèrent là à se regarder, de part et d'autre du tas de bois. Sa femme, Monique, apparut sur le seuil de la maison, s'essuyant les mains sur son tablier. Son expression disait tout, surprise, suspicion, et quelque chose de plus dur en dessous. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Pierre. « Je suis rentré à la maison. » Un peu tard pour ça. Sandrine posa son sac. « Je sais. » Monique descendit les marches du porche, les bras croisés. Elle aussi avait vieilli, son visage ridé et fatigué. « Tu ne peux pas débarquer comme ça après tout ce temps et t'attendra. »« Je ne m'attends à rien, » dit Sandrine doucement. « J'ai juste besoin d'un endroit où rester pour un moment. Je travaillerai. Je ne causerai aucun problème. » Pierre planta la hache dans le billot. « Maman Rose n'est plus là, si c'est pour ça que tu es venu. Partie depuis 12 ans. » Les mots la frappèrent comme un poing. Sandrine le savait, bien sûr, une cousine lui avait écrit une courte lettre, mais l'entendre de la bouche de Pierre le rendait réel d'une manière que la lettre n'avait jamais pu faire. « Je sais, » dit-elle de nouveau. « Elle t'a attendu ?» La voix de Pierre était dure. Chaque jour, elle surveillait cette route. La gorge de Sandrine se serra. Elle baissa les yeux vers le sol. Monique toucha le bras de Pierre. « Laisse-la dormir dans le grenier de la grange si elle veut, mais je ne la nourrirai pas. » Pierre étudia Sandrine un long moment, puis hocha la tête. « La grange est ouverte. Reste en dehors de la maison. » Il se retourna vers son bois. La conversation était terminée. Sandrine ramassa son sac et se dirigea vers la grange. Derrière elle, elle entendit la voix de Monique, basse et en colère, et la réponse grondante de Pierre. Elle n'écouta pas. Elle poussa la porte de la grange et monta l'échelle jusqu'au grenier. L'endroit sentait le foin et le vieux bois. La poussière flottait dans la lumière de l'unique fenêtre. Quelqu'un avait entreposé des boîtes ici, de vieux meubles, des outils qui ne fonctionnaient plus. Sandrine dégagea un coin, étendit sa couverture et s'assit. Par la fenêtre, elle pouvait voir le ruisseau et le pré au-delà. La terre semblait fatiguée. Les clôtures avaient besoin d'être réparées. L'herbe du pré était haute et sauvage, non pâturée. Quoi qu'il se passe ici, la famille tenait à peine le coup. Elle déballa ses graines et les disposa en une rangée soignée. Demain,
elle trouverait un endroit où planter. Cette nuit-là, allongée dans le noir, elle entendit des voix venant de la maison. Les murs étaient fins et le son traversait la clairière. Elle entendit les deux fils de Pierre se disputer à propos d'argent. Elle entendit les réprimandes acerbes de Monique à quelqu'un de plus jeune, un petit enfant peut-être. Elle entendit le craquement des chaises, le cliquetis de la vaisselle, les rythmes d'une famille vivant ensemble dans un espace trop petit avec des fardeaux trop lourds. Elle remonta la couverture jusqu'à son menton et ferma les yeux. Le matin, elle se réveilla au chant des oiseaux et à des voix lointaines. Elle descendit du grenier et trouva un endroit près du ruisseau où elle put se laver le visage à l'eau froide. Le soleil venait de franchir la crête, peignant le hameau d'or. Elle parcourut la propriété, en restant hors de vue. La cour de la maison était encombrée de matériel cassé, de vieux pneus, de choses qui auraient dû être emportées depuis longtemps. Le potager derrière la maison était envahi par les mauvaises herbes. Personne n'y avait planté depuis des années. Elle suivit le ruisseau en aval jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait, un terrain plat près de l'eau, à l'abri des regards de la maison, mais pas trop loin. La terre y était riche, sombre et limoneuse. Elle se drainerait bien mais resterait humide. Parfait. Sandrine s'agenouilla et enfonça ses doigts dans la terre. C'était juste. C'était l'endroit. Elle retourna à la grange et trouva une bêche rouillée, un râteau tordu et un bout de corde. Elle passa la journée à défricher le terrain, à retourner la terre, à marquer des rangées avec des bâtons et de la ficelle. Son dos lui faisait mal et ses mains étaient couvertes d'ampoules, mais le travail lui semblait bon, honnête. Elle avait oublié à quel point elle en avait besoin. Le soir, elle avait tracé 6 rangées, chacune de 6 mètres de long. Elle recula et regarda son travail, satisfaite. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle se retourna. Un garçon se tenait au bord de la clairière, âgé d'environ 10 ans, mince et couvert de taches de rousseur, avec des cheveux noirs en bataille à l'arrière. Il l'observait avec des yeux curieux. « Je plante un jardin, » dit Sandrine. « Pourquoi ? » « Parce que c'est ce que je fais. » Le garçon s'approcha, regardant les rangées. « Papy Pierre dit que tu es tante Sandrine. Il dit que tu es partie avant ma naissance. » « C'est exact. »« Pourquoi es-tu partie ? » ?»« C'est une longue histoire. Maman dit que tu es étrange. Elle dit qu'on ne devrait pas te parler. » Sandrine sourit légèrement. « Ta maman a peut-être raison. » Le garçon sourit. « Je m'appelle Léo. »« Enchanté de te rencontrer, Léo. » Il s'accroupit et piqua la terre avec un bâton. « Qu'est-ce que tu vas planter ? » ?»« Toutes sortes de choses. Des légumes, des fleurs, des herbes. »« Je peux aider ? » ?»« Si ta maman est d'accord. »« Elle ne le sera pas. » Il se leva, s'époussetant les mains. « Mais je reviendrai quand même. » Il partit en courant avant que Sandrine ne puisse dire quoi que ce soit. Elle travailla jusqu'à la tombée de la nuit, puis remonta au grenier. Quelqu'un avait laissé une assiette au bas de l'échelle. Des restes de pot-au-feu, une tranche de pain de campagne, une pomme. Elle la monta dans son coin et mangea lentement, reconnaissante. Le lendemain matin, elle commença à planter. Elle commença par le chou violet, pressant chaque graine dans le sol avec son pouce, la recouvrant doucement, avançant le long de la rangée. Puis les soucis, les aubergines, le melon amer. Elle planta les étranges courges jaunes que sa mère aimait tant, celles en forme de coups de cygne. Elle planta des herbes qu'elle avait achetées à une vieille femme dans le Kentucky, de la sauge, de la grande camomille, et quelque chose que la femme appelait le bâton du diable. Elle travaillait régulièrement, méthodiquement, parlant aux graines pendant qu'elle les plantait. C'était quelque chose que sa mère faisait, quelque chose dont Sandrine s'était moquée dans sa jeunesse. Mais quelque part au cours de ses voyages, elle avait commencé à le faire aussi. Elle leur disait ce qu'elles étaient, où elles pousseraient, ce qu'elle attendait d'elles. Dans l'après-midi, les 6 rangées étaient plantées et arrosées. Sandrine s'assit sur ses talons, épuisée et satisfaite. Elle entendit des rires venant de la direction de la maison. En se retournant, elle vit 3 personnes au bord de la clairière, Monique, une jeune femme d'une trentaine d'années, et un homme du même âge. Ils regardaient son jardin et riaient. « Qu'est-ce que c'est censé être ?» cria la jeune femme. « De la salade de sorcière », dit l'homme assez fort pour que Sandrine l'entende. « Exactement comme ce que grand-mère plantait. » Ils rirent plus fort et s'éloignèrent. Sandrine se retourna vers ses rangées. Les mots piquaient,
mais elle s'y attendait. Elle s'attendait à pire. Elle se leva et épousseta la terre de ses genoux. Les graines étaient plantées. Maintenant venait la partie difficile. Attendre qu'elle pousse. Et attendre que sa famille voie qu'elle n'était pas revenue pour causer des ennuis. Elle était revenue pour guérir quelque chose qui était brisé depuis trop longtemps. Elle espérait juste que la terre le lui permettrait. Ce soir-là, assise dans le grenier alors que la dernière lumière s'estompait, Sandrine sortit une petite photographie qu'elle portait avec elle depuis 30 ans. Elle était froissée et délavée, les couleurs passées, mais elle pouvait encore distinguer les deux silhouettes, une jeune femme et une fillette, debout dans un jardin. La main de la femme reposait sur l'épaule de la fillette. Toutes deux souriaient. Sandrine toucha le visage de sa mère d'un doigt. « Je suis là, maman », murmura-t-elle. « Je suis enfin là. » Elle rangea la photo dans son sac et s'allongea pour dormir, écoutant le ruisseau, les oiseaux de nuit et les bruits lointains de la vie de sa famille qui continuaient sans elle. Demain, elle s'occuperait du jardin, et le jour d'après, et le jour d'après. Finalement, quelque chose pousserait. Le jardin poussa plus vite qu'il n'aurait dû. En une semaine, des pousses vertes perçaient le sol. En 2 semaines, les rangées étaient épaisses de jeunes plants. Sandrine les arrosait chaque matin et chaque soir, arrachant les mauvaises herbes, vérifiant les nuisibles, leur parlant comme sa mère l'avait fait. Elle éclaircissait les plants de choux quand elle entendit quelque chose bouger dans la grange derrière elle. Elle se retourna et vit Léo descendre du grenier, l'air coupable. « Qu'est-ce que tu faisais là-haut » demanda-t-elle. « Rien. » Il s'approcha, les mains dans les poches. « Je regardais juste. »« Tu as trouvé quelque chose d'intéressant » Plein de vieilleries. Il marqua une pause. « Et ça ?» Il tendit un petit livre relié en cuir. La couverture était usée et lisse. Les pages gonflées par le temps. Sandrine retint son souffle. Elle prit le livre avec des mains prudentes, l'ouvrant lentement. Les pages étaient couvertes de l'écriture de sa mère. Des lignes nettes et précises de notes, de dates et de noms de plantes. « Où as-tu trouvé ça » ? « Dans une boîte sous des bâches. »« Est-ce que c'est important » Les yeux de Sandrine s'emplirent de larmes. « Oui, c'est très important. » Elle s'assit là, dans la terre, le livre ouvert sur ses genoux. Léo s'assit à côté d'elle, la regardant tourner les pages. La voix de sa mère transparaissait dans chaque ligne. Des observations sur le temps, des notes sur les plantes qui prospéraient ensemble, des croquis de formes de feuilles et de systèmes racinaires. Et là, nichées au milieu des pages, se trouvaient de petites enveloppes, chacune étiquetée avec une année et un type de graine. Elle les a gardées, murmura Sandrine. Toutes ces années. Gardées pourquoi ? Pour moi. Sandrine regarda les dates sur les enveloppes. La plus récente datait de 12 ans, juste avant la mort de sa mère. Elle devait savoir que je reviendrais un jour. Léo se pencha plus près. Qu'est-ce qu'elles disent ? Sandrine tourna vers une page près de la fin. L'écriture de sa mère était plus tremblante ici, comme écrite dans la maladie ou la vieillesse, mais les mots étaient clairs. Pour Sandrine, quand elle rentrera. Plante celle-ci avec intention. Écoute ce dont la terre a besoin. Souviens-toi de ce que je t'ai appris sur la façon de parler aux choses qui poussent. Elles entendent plus que les gens ne le pensent. En dessous, en plus petit caractère, le chou violet à côté des courges jaunes, les soucis autour de tout, l'aubergine dans la rangée la plus ombragée. Fais confiance aux anciennes méthodes, même lorsque les autres se moquent. La terre se souvient. Sandrine pressa sa main sur la page. Sa mère avait planifié cela, espéré cela, alors même que la famille s'était détournée de ses pratiques, alors même qu'elle vieillissait et tombait malade, seule. « Ça va » demanda Léo. « Oui. » Sandrine ferma le livre avec précaution. « Mieux que ça. Merci d'avoir trouvé ça. C'est vraiment de la magie, comme dit maman ? Non, c'est juste savoir comment les choses poussent. Alors pourquoi tout le monde est si bizarre à ce sujet ? Sandrine regarda le garçon, son visage ouvert et curieux, si semblable à celui de sa mère. Parfois, les gens ont peur des choses qu'ils ne comprennent pas. Ton arrière-grand-mère comprenait les plantes d'une manière que la plupart des gens ignorent. Elle pouvait regarder un jardin et savoir ce dont il avait besoin, comme si elle pouvait l'entendre lui parler. Les gens trouvaient ça étrange. Tu l'entends aussi ? Parfois.
Léo hocha lentement la tête, comme si cela avait un sens parfait. Tu peux m'apprendre? Si tu veux apprendre. Je veux. Ils passèrent l'après-midi à parcourir le journal ensemble. Sandrine montra à Léo les notes de sa mère sur le compagnonnage des plantes, sur les phases de la lune et la température du sol, sur la différence entre nourrir la plante et nourrir la terre. Le garçon posait de bonnes questions, et Sandrine se surprit à raconter des histoires de son enfance, du travail dans le jardin avec sa mère, des choses étranges qu'elles avaient cultivées. Elle était si absorbée par le journal qu'elle n'entendit pas Pierre approcher jusqu'à ce qu'il soit juste au-dessus d'eux. « Qu'est-ce que vous faites » Sandrine leva les yeux. Le visage de son frère était crispé de colère. « On lit juste le vieux journal de Maman Rose. »« Où as-tu eu ça ?»« Je l'ai trouvé, » dit Léo rapidement. « Dans la grange. » La mâchoire de Pierre se contracta. « Donne-le-moi, Sandrine. »« Pierre. Donne-le-moi. C'est la propriété de la famille. » Sandrine se leva lentement, serrant le journal contre sa poitrine. « C'est la propriété de la famille. Maman l'a laissé pour moi. Elle ne t'a rien laissé. Tu n'étais pas là. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Léo regardait son grand-père puis sa tante, son expression confuse et inquiète. « Je lui ai écrit, » dit Sandrine doucement. « Chaque mois pendant les 5 premières années. » A-t-elle reçu ces lettres? Le visage de Pierre s'assombrit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Je pense que si. » Il s'approcha. « Tu es parti. Tu as tourné le dos à cette famille, à cet endroit, à elle. Tu n'as pas le droit de revenir maintenant et de faire comme si c'était la faute de quelqu'un d'autre que la tienne. »« Je suis parti parce que tu m'as dit de le faire, » dit Sandrine, sa voix stable. « Je suis parti parce que tu disais que je remplissais la tête de maman de bêtises, que j'empirais son état. Tu te souviens? Tu as dit que cet endroit se porterait mieux sans moi. Tu encourageais sa folie. J'apprenais d'elle. C'est la même chose. » Pierre tendit la main vers le journal, mais Sandrine recula. « Ne remue pas ces vieilles bêtises, Sandrine. Ça a failli briser cette famille une fois. Maman a passé ces dernières années seule parce que les gens pensaient qu'elle était dérangée, et tu as contribué à mettre cette idée dans leur tête. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? » La voix de Pierre monta. « Tu veux planter ton jardin bizarre, très bien. Mais n'entraîne pas le garçon là-dedans. Ne lui remplis pas la tête avec les mêmes idées folles. Ce ne sont pas des idées folles. C'est juste. Je ne veux pas l'entendre. » Pierre attrapa le bras de Léo. « Allez, fiston. Ta mère te cherche. » Léo se dégagea. « Je veux rester avec tante Sandrine. Maintenant. » Le garçon regarda Sandrine, impuissant, puis laissa son grand-père l'emmener. Au bord de la clairière, Pierre se retourna. « Reste loin de lui, Sandrine. Et reste loin de la famille. Tu n'es ici que parce que je le permets, et ça peut changer à tout moment. » Il s'éloigna, Léo le suivant. Sandrine resta seule dans le jardin, le journal serré dans ses mains, son cœur battant. La confrontation l'avait secouée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mais sous la blessure et la colère, autre chose grandissait. La détermination. Elle baissa les yeux sur l'écriture de sa mère, sur les graines conservées si précieusement, sur les instructions écrites avec tant d'espoir. Sa mère avait cru qu'elle reviendrait, l'avait attendue, avait préparé ce cadeau. Pierre pouvait menacer autant qu'il voulait. Elle ne partirait pas. Pas avant d'avoir fait ce pourquoi elle était venue. Ce soir-là, Sandrine s'assit dans le grenier et lut le journal du début à la fin. C'était plus que de simples notes de plantation. C'était le récit de la vie de sa mère, de ses pensées, de sa solitude. Il y avait des entrées sur le jugement de la famille, sur les voisins qui cessaient de rendre visite, sur l'isolement qui avait grandi à mesure que les pratiques de sa mère devenaient plus connues. Il y avait aussi des entrées sur Sandrine, des espoirs qu'elle aille bien, des prières pour sa sécurité, des regrets sur la dispute qui l'avait chassée. Et sur la dernière page, datée de 2 semaines avant la mort de sa mère, j'ai gardé les graines pour elle. J'ai écrit tout ce que je sais. Si elle revient, quand elle reviendra, elle aura ce dont elle a besoin pour recommencer. La terre l'aidera. Elle m'a aidé même quand personne d'autre ne le voulait. Dis-lui que je lui pardonne. Dis-lui que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Dis-lui que le jardin se souvient.
Sandrine pressa le journal contre sa poitrine et pleura. Pour sa mère, pour les années perdues, pour le malentendu qui les avait séparés. Quand les larmes cessèrent enfin, elle se sentit vide et épuisée, mais aussi étrangement lucide. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle planterait le jardin selon les instructions de sa mère. Elle s'en occuperait fidèlement, et elle prouverait, ne serait-ce qu'à elle-même, que le savoir de sa mère était réel, précieux et digne d'être préservé. Les moqueries continueraient. La famille résisterait. Mais le jardin pousserait. Et peut-être, avec le temps, les blessures guériraient aussi. Sandrine se levait avant l'aube chaque matin pour s'occuper du jardin. Elle suivait précisément les instructions de sa mère, choux violets à côté des courges jaunes, soucis plantés en cercle autour des autres légumes, aubergines dans la rangée la plus ombragée. La combinaison semblait aléatoire, voire erronée. Mais elle faisait confiance au journal. Le jardin répondit. En 3 semaines, les plantes prospéraient d'une manière qui défiait son expérience. Les têtes de choux gonflaient, violettes et serrées. Les soucis fleurissaient en grappes d'or brillant. Les aubergines pendaient, sombres et lourdes, à leurs tiges. Et les étranges courges jaunes se tordaient en forme de points d'interrogation. Elle remarqua aussi d'autres choses. La terre autour des soucis restait plus meuble, plus facile à travailler. Le chou ne montrait jamais de signes de pucerons ou de chenilles. Les aubergines semblaient produire plus à l'ombre qu'elles n'auraient dû. C'était comme si les plantes travaillaient ensemble, se soutenant mutuellement de manière qu'elles ne pouvaient pas tout à fait expliquer. Chaque matin, elle trouvait Léo qui l'observait de loin. Il ne s'approchait jamais. Les ordres de Pierre étaient clairs. Mais il regardait. Parfois, elle lui faisait un signe et il répondait avant de s'enfuir. Un mardi matin, elle trouva quelque chose suspendu au-dessus de la porte de la grange, une corde tressée d'herbes séchées, patinée et cassante avec l'âge. Elle reconnut immédiatement le travail de sa mère. Sauge, grande camomille, et autre chose qu'elle ne put identifier. Cela devait être accroché là depuis des années, oublié de tous, mais perdurant à travers les saisons. Elle le laissa où il était. Une petite protection, aurait dit sa mère. Une fine ligne entre la sagesse populaire et la superstition, diraient d'autres. Sandrine se fichait de ce que c'était. C'était comme une bénédiction. La famille gardait ses distances. Monique la fusillait du regard quand elle se croisait dans la cour. Le fils aîné de Pierre, Lucas, se faisait un devoir de rire bruyamment chaque fois qu'il voyait le jardin. Sa femme secouait la tête et marmonnait aux autres femmes. Seuls les plus jeunes enfants montraient de la curiosité, et ils étaient rapidement éloignés. Mais Sandrine remarqua autre chose. Une petite section du jardin qui avait semblé sans espoir, où le sol était le plus dur et le plus sec, prit soudain vie après une nuit de pluie douce. Les jeunes plants y devinrent épais et forts, comme si la terre elle-même avait décidé de coopérer. C'est en désherbant cette section que Monique apparut au bord du jardin. « Tu gaspilles l'eau » dit Monique sans préambule. Sandrine s'assit sur ses talons. « J'utilise l'eau du ruisseau, comme tout le monde. Ce ruisseau alimente l'abreuvoir du bétail. Il y en a assez pour les deux. » Monique croisa les bras. « Tu prends de la place que nous pourrions utiliser pour quelque chose de pratique. Je cultive de la nourriture. De la nourriture que personne ne mangera. » L'expression de Monique était dure. « Tu crois que nous allons manger tes légumes bizarres? Ce chou violet a l'air toxique. Et ces courges? Ça sert à quoi, au juste? Le chou est parfaitement comestible. Les courges sont décoratives. » Décoratives? Monique rit durement. « On a à peine de quoi s'en sortir et tu plantes des décorations. » Sandrine se leva lentement, s'essuyant les mains sur son jean. Elle garda sa voix calme. « Je ne te demande rien, Monique. Je m'occupe juste de mon jardin. Ton jardin. Sur notre terre. Sur la terre de ma mère. Ta mère n'est plus. C'est la propriété de Pierre maintenant. » Elles se fixèrent du regard à travers les rangées de légumes. Sandrine vit l'épuisement sur le visage de Monique, les rides d'inquiétude profondément gravées. Cette femme portait trop de poids, et la colère qu'elle dirigeait contre Sandrine n'était que le débordement de soucis plus importants. « Je n'essaie pas de causer de problème, » dit Sandrine doucement. « Trop tard pour ça. » Monique se retourna et s'éloigna. Ce soir-là, Sandrine laissa un panier de légumes sur le porche de la maison. Choux, aubergines, herbes fraîches.
Le matin, le panier était toujours là, intact. Elle réessaya le lendemain, et le jour suivant. Chaque fois, les légumes restaient jusqu'à ce qu'ils commencent à se flétrir, puis disparaissaient, jetés, supposa-t-elle, ou donnés aux animaux. Le 4e jour, le panier avait disparu, mais pas jeté. Elle le trouva près de la porte de derrière, vide et propre. Une petite concession, peut-être, ou peut-être que Monique avait juste besoin d'un panier. Léo recommença à apparaître le matin, un peu plus près chaque fois. Un jeudi, il se tenait juste au bord du jardin quand Sandrine arriva. « Bonjour, dit-elle. »« Bonjour. » Il se balançait d'un pied sur l'autre. « Papy dort encore. Il est malade. »« Quel genre de malade ? » ?»« Il tousse toute la nuit, chaque nuit. »« Maman dit que c'est juste un rhume, mais ça a l'air grave. » Sandrine fronça les sourcils. « Depuis combien de temps tousse-t-il ? » 2 semaines, peut-être. Il devrait voir un médecin. Il ne veut pas. Il dit qu'on n'en a pas les moyens. Léo donna un coup de pied dans une pierre. Je peux t'aider à arroser. Je croyais que tu n'étais pas censé me parler. C'est vrai, mais tout le monde dort encore, et je suis doué pour garder les secrets. Sandrine sourit. D'accord, alors. Prends cet arrosoir. Ils travaillèrent ensemble dans la lumière matinale, Léo posant des questions sur chaque plante, Sandrine répondant patiemment. Le garçon apprenait vite et écoutait bien. Il avait la curiosité de son arrière-grand-mère, sa volonté de prêter attention aux petites choses. « Pourquoi tu leur parles ?» demanda-t-il alors que Sandrine murmurait quelque chose à une aubergine en difficulté. « Parce que ça m'aide à faire attention. Quand je parle à une plante, je remarque des choses. Si elle est affaissée, si les feuilles ont la mauvaise couleur, si quelque chose la mange. Grand-mère faisait ça aussi. Papa dit que ça faisait croire aux gens qu'elle était folle. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Léo réfléchit sérieusement. Je pense que les gens disent que les choses sont folles quand ils ne les comprennent pas. C'est sage. Papa dit que tu me remplis la tête de bêtises. Est-ce que c'est vrai ? Non. Léo posa l'arrosoir. Tu m'apprends juste des choses sur les plantes. Ce ne sont pas des bêtises. Une porte claqua à la maison. Ils se retournèrent tous les deux pour voir Lucas se diriger vers eux, le visage sombre de colère. « Léo, viens ici. » Les épaules du garçon s'affaissèrent. « Je dois y aller. »« Je sais. Je suis désolé. »« Ne sois pas désolé. Tu n'as rien fait de mal. » Léo courut vers la maison. Sandrine regarda Lucas attraper le bras du garçon et le traîner à l'intérieur, jetant un regard plein d'hostilité à Sandrine. Elle se retourna vers le jardin et essaya d'ignorer le malaise qui lui nouait l'estomac. Elle empirait les choses pour le garçon. Peut-être que Pierre avait raison. Peut-être qu'elle devrait rester dans son coin. Mais quand elle regardait les plantes florissantes, l'étrange beauté des combinaisons inhabituelles, la façon dont le jardin semblait pulser de vie, elle ne pouvait se résoudre à arrêter. C'était ce que sa mère avait voulu. C'était ce pourquoi elle était venue. Elle passa le reste de la matinée à travailler seule. Le travail physique calma son esprit, et à midi, elle se sentait plus stable. Cet après-midi-là, elle vit Pierre de loin, travaillant près de la grange. Même à 50 mètres, elle pouvait voir qu'il luttait. Il se déplaçait lentement, s'arrêtant souvent pour s'appuyer contre un poteau ou reprendre son souffle. Quand il toussait, tout son corps tremblait. Elle pensa aux herbes dans le journal de sa mère, aux notes sur les remèdes contre la toux et la congestion. Elle avait déjà la plupart de ce dont elle aurait besoin dans le jardin. Grande camomille, sauge, un peu de menthe. Mais elle n'osait pas en proposer. Pierre le lui jetterait au visage, et cela ne ferait qu'empirer les choses. Elle retourna au grenier cette nuit-là, troublée, écoutant la toux de Pierre traverser la clairière. Elle dura des heures, profonde et râpeuse, le son de quelque chose de sérieusement grave. Le matin, elle trouva Léo qui attendait de nouveau près du jardin. « Il est pire », dit le garçon sans la saluer. « Maman a peur, mais elle ne le dira pas. »« Il a déjà vu un médecin ? » ?»« Non. Il dit qu'on ne peut pas payer les factures. » Les yeux de Léo étaient rougis, comme s'il avait pleuré. « Est-ce qu'il va mourir ? » ?»« Non, » dit Sandrine fermement, bien qu'elle ne puisse le savoir. « Mais il a besoin d'aide. Peux-tu l'aider ? »
Sandrine regarda le visage désespéré du garçon et sentit quelque chose se briser en elle. Pierre lui avait interdit d'interférer. La famille avait clairement fait savoir qu'elle n'était pas la bienvenue. Mais c'était plus grand que de vieilles rancunes et un orgueil blessé. « Je peux essayer, dit-elle. Mais ton grand-père ne voudra peut-être pas de mon aide. Il en a besoin, pourtant. » Oui, il en a besoin. Sandrine prit alors une décision qui allait tout changer. Elle préparerait le remède dont sa mère avait écrit la recette, l'infusion pour les toux profondes et la congestion. Elle le laisserait là où Pierre pourrait le trouver. Ce qu'il en ferait dépendrait de lui. Mais elle ne resterait pas les bras croisés à ne rien faire pendant qu'il souffrait. Plus maintenant. Sandrine passa l'après-midi à préparer le remède. Elle récolta de la grande camomille du jardin, ainsi que des feuilles de sauge et une poignée de menthe. Dans le journal de sa mère, elle trouva les proportions exactes, 2 parts de grande camomille pour une part de sauge, une touche de menthe pour la saveur, infusée dans de l'eau bouillante pendant exactement 7 minutes. Elle travailla dans la grange, utilisant une vieille casserole qu'elle avait trouvée et de l'eau du ruisseau. L'odeur était âcre et médicinale, mais pas désagréable. Ce soir-là, juste après le coucher du soleil, elle se rendit à la maison et posa le bocal sur la rampe du porche avec une note, pour la toux. Boire chaud 3 fois par jour. S. Puis elle s'éloigna rapidement avant que quiconque ne puisse la voir. Le lendemain matin, le bocal avait disparu. Elle ne savait pas si Pierre l'avait pris ou si quelqu'un l'avait jeté. Elle vaqua à ses occupations, essayant de ne pas y penser, essayant de ne pas trop tendre l'oreille pour entendre le son de sa toux. 3 jours passèrent. La toux continuait, mais elle semblait différente, moins violente, moins fréquente. Le 4e matin, elle vit Pierre travailler près du tas de bois, se déplaçant avec plus d'aisance que depuis des semaines. Elle s'autorisa un petit espoir. Cet après-midi-là, Léo apparut au jardin avec un sac en toile sur l'épaule. « J'ai apporté des outils, » annonça-t-il, une truelle et des gants. « Maman ne sait pas que je les ai pris. »« Léo, tu vas avoir des ennuis. »« Ça m'est égal. » Il posa le sac et la regarda avec une détermination féroce. « Papy va mieux. Je sais que tu l'as aidé, même si personne d'autre ne le dira. Alors, je vais t'aider. » La gorge de Sandrine se serra. « Ta famille ne veut pas de toi ici. Ils ne veulent pas de beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. » Elle ne pouvait pas contester cela. Elle lui tendit une truelle. « D'accord, nous devons désherber la dernière rangée. » Ils travaillèrent ensemble pendant 1 heure, parlant doucement. Léo lui parla de l'école, de ses amis, de la façon dont ses parents se disputaient pour de l'argent tard le soir quand il le pensait endormi. Il lui dit que son père s'inquiétait de perdre la propriété, qu'il y avait des dettes dont personne ne parlait. « Papy ne vendra pas, » dit Léo en arrachant un chardon tenace. « Mais papa dit que si on ne trouve pas d'argent quelque part, la banque va la prendre de toute façon. » Sandrine écoutait, reconstituant la situation de la famille. C'était pire qu'elle ne l'avait pensé. Pas étonnant que Monique soit si hostile. Pas étonnant que Pierre soit si désespéré de garder le contrôle. « C'est pour ça que tout le monde est si en colère contre toi ?» demanda Léo. « Parce qu'ils pensent que tu veux la terre ? Peut-être. Ou peut-être qu'ils sont juste en colère que je sois parti en premier lieu. » « Pourquoi es-tu parti ?» Sandrine s'assit, réfléchissant à ce qu'elle pouvait lui dire. « Ton grand-père et moi n'étions pas d'accord sur beaucoup de choses. Sur ton arrière-grand-mère surtout, sur sa façon de vivre. Il pensait qu'elle était étrange, que son jardinage et ses remèdes étaient stupides. Je la trouvais sage. Qu'est-ce que tu pensais ? Je pensais qu'elle comprenait des choses que les autres ne comprenaient pas. Je pensais qu'elle pouvait entendre ce dont la terre avait besoin, ce dont les plantes avaient besoin. Ton grand-père appelait ça des bêtises. Mais ce ne sont pas des bêtises. J'ai vu ton jardin. Des choses poussent ici qui ne devraient pas. Peut-être qu'elles poussent parce que je fais attention. Peut-être que c'est tout ce que c'est. » Léo secoua la tête. « C'est plus que ça. La toux de papy. Cette tisane que tu as faite, elle a marché. Maman ne l'admettra pas, mais je l'ai entendu dire à papa que c'était comme de la magie. Ce n'était pas de la magie. C'était juste les bonnes plantes au bon moment. C'est la même chose, non ? » Avant que Sandrine ne puisse répondre, la voix de Monique traversa la clairière. « Léo,
éloigne-toi de là. Le garçon sursauta. Monique se dirigeait vers eux, le visage furieux. Je t'ai dit de rester loin d'elle, dit Monique en attrapant le bras de Léo. J'aidais juste. Je me fiche de ce que tu faisais. Retourne à la maison. Mais maman. Maintenant. Léo regarda Sandrine, impuissant, puis courut vers la maison. Monique se tourna vers Sandrine, les yeux flamboyants. Laisse-le tranquille. Il est venu à moi, dit Sandrine doucement. Je ne lui ai pas demandé. Ça m'est égal. Reste loin de mon fils. Monique, ne. La voix de Monique se brisa. Ne fais pas comme si tu comprenais ce que nous traversons. Tu es parti. Tu n'étais pas là quand les choses sont devenues difficiles. Tu n'as pas le droit de revenir en fanfare et de jouer les héroïnes. Je n'essaie pas d'être une héroïne. J'essaie juste d'aider. Nous n'avons pas besoin de ton aide. Nous n'avons pas besoin de ton jardin bizarre ou de tes remèdes de bonne femme ou de quoi que ce soit d'autre que tu prévois. Reste juste loin de nous. Elle s'éloigna avant que Sandrine ne puisse répondre, les épaules rigides de colère et de peur. Sandrine resta seule dans le jardin, les mains tremblantes. Elle voulait crier après Monique, se défendre, s'expliquer. Mais à quoi bon? Monique n'avait pas tort. Sandrine était partie. Elle n'avait pas été là quand les choses étaient devenues difficiles. Elle ne pouvait pas défaire cela. Cette nuit-là, allongée dans le grenier, Sandrine entendit Monique pleurer. Le son traversa la clairière, brute et brisée. Elle entendit la voix basse de Pierre essayant de consoler sa femme. Elle entendit le murmure de leur conversation, trop bas pour distinguer les mots, mais l'émotion était claire, peur, épuisement, désespoir. Elle tira sa couverture sur sa tête, essayant de bloquer le son. Mais il resta avec elle. Le matin, elle trouva une vieille femme debout au bord du jardin. La femme était petite et voûtée, ses cheveux blancs tirés en un chignon lâche. Elle portait une robe de maison délavée et un sac en tissu. « Vous êtes Sandrine » dit la femme. Ce n'était pas une question. « Oui. Je suis Madame Dubois. J'habite au bout de la route. » Elle s'approcha, examinant les rangées de légumes avec des yeux vifs. « J'ai connu votre mère. » Sandrine retint son souffle. « Vraiment ? Pendant 40 ans. C'était mon amie. » Madame Dubois se pencha pour toucher un souci. Ses doigts étaient doux. Les gens disaient des choses cruelles sur elle. Qu'elle était dérangée. Je n'y ai jamais cru. Merci pour ça. Votre mère comprenait les plantes. Les comprenait vraiment. Pas seulement comment les faire pousser, mais ce dont elles avaient besoin, ce qu'elles pouvaient donner en retour. Elle se redressa lentement, grimaçant. Je vois que vous avez le même don. Je ne sais pas si c'est un don. C'en est un. Ne laissez personne vous dire le contraire. Madame Dubois ouvrit son sac et en sortit un paquet de boutures enveloppées dans du papier journal humide. Je vous ai apporté ces boutures de plantes que votre mère m'a données il y a des années. J'ai pensé que vous aimeriez les avoir. Sandrine prit le paquet avec des mains tremblantes. Merci. Merci beaucoup. Votre mère serait fière de ce que vous faites ici. Ne laissez pas la peur de la famille vous arrêter. Madame Dubois tapota le bras de Sandrine. La peur rend les gens cruels, mais ça ne dure pas éternellement. Elle s'éloigna lentement, s'appuyant sur sa canne. Sandrine la regarda partir, puis déballa soigneusement les boutures. À l'intérieur se trouvaient des brins de romarin, de thym, et quelque chose avec des feuilles argentées qu'elle ne reconnut pas. Chacun avait été entretenu avec soin, gardé en vie toutes ces années. Elle les planta immédiatement, leur donnant les meilleures places dans le jardin. En travaillant, elle sentit la présence de sa mère plus fortement que jamais, dans les boutures, dans le journal, dans la terre elle-même. Elle n'était pas seule dans cette épreuve. Elle ne l'avait jamais été. Au cours de la semaine suivante, le jardin explosa de croissance. Les têtes de choux atteignirent la taille de ballons de basket. Les aubergines pendaient si lourdement que les plantes avaient besoin de tuteurs. Les soucis fleurissaient par vagues d'or et d'orange. Et les étranges courges jaunes se tordaient en forme qui attrapaient la lumière et semblaient briller. Les voisins commencèrent à remarquer. Les gens qui passaient s'arrêtaient et regardaient. Quelques-uns s'aventurèrent plus près, posant des questions sur ce qu'elle cultivait.
Sandrine répondait poliment, offrant des boutures et des graines à quiconque en demandait. Une femme accepta une poignée de graines de souci et la remercia timidement. Ma grand-mère en cultivait, dit-elle. J'avais oublié à quel point elles étaient belles. Un autre homme posa des questions sur le chou violet. Jamais vu un de cette couleur avant. Essayez-le, dit Sandrine, lui coupant une tête. Faites de la choucroute avec. Il revint 2 jours plus tard pour lui dire que c'était le meilleur chou qu'il ait jamais goûté. Il demanda plus de graines. Lentement, le mot se répandit. Le jardin étrange près du ruisseau produisait quelque chose de remarquable. Des gens qui n'avaient jamais rencontré Sandrine commencèrent à se montrer, curieux et prudents, mais attirés par la beauté et l'abondance de ce qu'elle avait cultivé. Elle partageait tout librement, graines, boutures, légumes, conseils. Elle se souvenait de la philosophie de sa mère, le jardin était fait pour donner, pas pour accumuler. Plus on partageait, plus on recevait en retour. Mais la famille gardait toujours ses distances. Pierre observait de loin, mais ne s'approchait jamais. Monique évitait de regarder le jardin. L'hostilité de Lucas ne semblait que croître à mesure que le jardin prospérait. Seul Léo essayait encore de rendre visite, se faufilant quand il pensait que personne ne regardait. Sandrine le renvoyait toujours rapidement, ne voulant pas causer plus de problèmes. Mais ces visites signifiaient tout pour elle. Un matin, il lui apporta un dessin qu'il avait fait, le jardin au crayon de couleur, chaque rangée soigneusement détaillée. En haut, il avait écrit « Le jardin magique de tante Sandrine ». Ce n'est pas magique, dit-elle doucement, mais elle garda le dessin, le glissant dans le journal de sa mère où il serait en sécurité. Pour moi, ça ressemble à de la magie, dit Léo, et il s'enfuit avant qu'elle ne puisse argumenter. Elle se tenait dans le jardin cet après-midi-là, entourée d'abondance, et sentit la douleur de l'isolement. La terre guérissait, les plantes prospéraient, mais les blessures de la famille étaient plus profondes que n'importe quel remède ne pourrait atteindre. Elle se demanda si sa mère s'était sentie ainsi, entourée de beauté, de croissance, de preuves de son don, mais toujours seule. La pensée lui donna envie de pleurer, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle ramassa son arrosoir et se remit au travail. Le jardin avait besoin d'être entretenu. Au moins, ça, elle pouvait le faire. À la mi-juillet, le jardin était devenu quelque chose que les gens passaient lentement en voiture pour voir. Les couleurs ne ressemblaient à rien dans le hameau. Des violets profonds, des ors brillants, des verts riches qui semblaient pulser de vie. Les étranges courges jaunes avaient atteint des tailles énormes, leurs coups courbés créant des formes qui semblaient délibérément artistiques. Sandrine n'avait jamais rien cultivé de tel auparavant. L'abondance semblait impossible. Chaque plante produisait 2 fois ce qu'elle aurait dû, peut-être 3. Les aubergines seules auraient pu nourrir une famille pendant des semaines. Elle partageait tout. Chaque jour, elle déposait des paniers de produits à l'entrée de l'allée avec une pancarte peinte à la main, gratuit. Servez-vous. Les paniers étaient toujours vides le soir. Les gens commencèrent à la remercier quand ils la voyaient au village voisin. Un vieil homme lui dit que les tomates avaient aidé sa digestion. Une jeune mère dit que les herbes avaient apaisé les coliques de son bébé. D'autres disaient simplement que la nourriture avait meilleur goût que tout ce qu'ils avaient acheté ou cultivé eux-mêmes. Il y a quelque chose de spécial là-dedans, dit une femme. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est là. Sandrine ne savait pas non plus comment l'expliquer. Elle continuait simplement à suivre le journal de sa mère, à parler aux plantes, à prêter attention à ce dont elles avaient besoin, et elle continuait à donner en retour. Mais tout le monde n'était pas content. Lucas commença à faire des commentaires au village sur sa tante qui pratiquait la médecine populaire sans licence. Il disait aux gens qu'elle jouait avec des choses qu'elle ne comprenait pas, que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne tombe malade en mangeant ses légumes. Personne ne tomba malade. En fait, les gens semblaient en meilleure santé. L'arthrite de Madame Dubois s'améliora. Un homme souffrant de maux de tête chroniques dit qu'ils avaient diminué. Une femme insomniaque commença à dormir toute la nuit après avoir bu une tisane que Sandrine avait préparée avec des herbes du jardin. Plus les gens louaient le jardin, plus Lucas devenait en colère. Puis Pierre s'effondra. C'est arrivé un mardi matin. Il travaillait près de la grange quand ses jambes cédèrent. Il tomba lourdement, toussant si violemment qu'il ne pouvait plus respirer. Monique cria à l'aide. Lucas accourut. Ils rentrèrent Pierre dans la maison, l'allongèrent sur le canapé. Son visage était gris, sa respiration courte et saccadée.
Sandrine vit tout depuis le jardin. Elle courut à la maison sans réfléchir, poussa la porte. Pierre gisait, haletant, les yeux écarquillés de peur. « Appelez une ambulance », dit Sandrine. « On ne peut pas se permettre. » Commença Monique. « Appelez une ambulance, maintenant. » Lucas la fusilla du regard. « Sors d'ici. Votre père est en train de mourir. » J'ai dit, sors. La main de Pierre jaillit, attrapant le poignet de Lucas. Il ne pouvait pas parler, mais ses yeux disaient tout. Il avait besoin d'aide. L'orgueil n'avait plus d'importance. Sandrine bouscula Lucas et s'agenouilla à côté de Pierre. Elle posa sa main sur sa poitrine, sentit le terrible râle. C'était au-delà des herbes et des tisanes. C'était une pneumonie. Peut-être pire. Appelez l'ambulance, répéta-t-elle, plus doucement cette fois. S'il vous plaît. Monique décrocha le téléphone avec des mains tremblantes. Les ambulanciers arrivèrent 20 minutes plus tard. Ils chargèrent Pierre sur un brancard, lui mirent de l'oxygène, posèrent des questions. Monique ne pouvait pas répondre de manière cohérente. Sandrine se tenait dans un coin, regardant le visage gris de son frère pendant qu'il l'emmenait. Près de l'ambulance, les yeux de Pierre la trouvèrent. Il essaya de dire quelque chose, mais le masque à oxygène l'en empêcha. Elle vit quand même le mot sur ses lèvres. Pardon. Elle hocha la tête. Je sais. Ils l'emmenèrent, les sirènes hurlant sur la route du hameau. La famille partit aussi, Monique, Lucas, sa femme, les petits-enfants. La maison se vida. Sandrine resta seule dans la cour, le cœur battant. Elle retourna au jardin et s'assit parmi les rangées, essayant de se calmer. Son frère avait failli mourir, pouvait encore mourir, et la dernière vraie conversation qu'ils avaient eue était une dispute sur des graines et des remèdes populaires. Elle sortit le journal de sa mère et tourna les dernières pages, cherchant tout ce qui pourrait aider. Il y avait des notes sur la pneumonie, sur les toux grasses et le liquide dans les poumons. Sa mère avait écrit sur la fabrication de cataplasmes, sur l'inhalation d'herbes. Et là, au bas de la page, pour Pierre, s'il en a jamais besoin. Sa mère avait écrit un remède spécifique pour Pierre, une tisane à base de grande camomille, de molène et de sureau. Des instructions pour un traitement à la vapeur, des notes sur son entêtement, sur sa résistance à l'aide, sur la manière de l'approcher doucement. Même après tout. Leur mère avait essayé de le protéger, avait prévu cela. Sandrine pressa sa main sur la page et prit une décision. Elle passa l'après-midi à préparer le remède. Elle avait de la grande camomille et du sureau dans le jardin. La molène, elle la trouva poussant à l'état sauvage près du ruisseau. Elle suivit exactement les instructions de sa mère, préparant l'infusion dans la grange, un mélange pour inhalation. Le soir, elle avait tout préparé dans un panier, le thé dans des bocaux en verre, les herbes pour inhalation dans des sacs en tissu, des instructions écrites sur leur utilisation. Elle porta le panier à la maison et le laissa sur le porche avec une note, du journal de Maman Rose. Pour les poumons de Pierre. Utilisez-le ou non, mais c'est ici si vous en avez besoin. Puis elle retourna à la grange et attendit. 3 jours plus tard, Monique vint au jardin. Ses yeux étaient rougis, son visage épuisé. Elle se tenait au bord des rangées, sans parler. Sandrine se redressa de son désherbage. « Comment va-t-il » ? « Mieux. » La voix de Monique était rauque. « Il le garde encore quelques jours, mais le médecin dit qu'il est sur la voie de la guérison. » « C'est bien. » Ils ont demandé ce qu'on lui donnait. Ils ont dit que ses poumons se dégageaient plus vite que prévu. Monique regarda le sol. « Je leur ai parlé de ta tisane. » Sandrine attendit. Le médecin a dit que ça avait peut-être aidé, ou peut-être rien fait. Il ne pouvait pas dire avec certitude. Monique leva enfin les yeux, rencontrant ceux de Sandrine. « Mais je sais que ça a aidé. Pierre le sait aussi. J'en suis contente. » Monique s'enlaça les bras. « J'ai été cruelle avec toi. Tu avais peur. Ce n'est pas une excuse. Peut-être pas, mais c'est une raison. » Sandrine posa sa truelle. « Tu essaies de maintenir ta famille unie. Je comprends ça. Vraiment ? Parce que tu es parti. Tu n'étais là pour rien de tout ça. Les années difficiles, les problèmes financiers, regarder Pierre se tuer au travail pour garder cet endroit. Tu n'étais pas là. Tu as raison.
Je n'étais pas là. La simple reconnaissance sembla dégonfler la colère de Monique. Elle s'affaissa un peu, paraissant plus petite et plus fatiguée que jamais. « Pourquoi es-tu revenue » demanda-t-elle. « Parce que j'en avais besoin. Parce que j'ai passé 30 ans à fuir cet endroit et j'en avais assez de fuir. Qu'est-ce que tu attends de nous » ? Rien. Sandrine écarta les mains. Je veux juste être ici. Cultiver des choses. Peut-être guérir une partie de ce qui s'est brisé quand je suis parti. Tu ne peux pas juste réparer 30 ans. Non. Mais je peux commencer à essayer. Monique resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, la tisane a marché. Quoi que tu aies mis dedans, ça a marché. Pierre a craché des choses pendant 2 jours et puis soudain, il pouvait respirer à nouveau. C'est ce qu'elle est censée faire. Comment le savais-tu ? Maman l'a écrit dans son journal. Elle a fait la recette spécialement pour Pierre. Les yeux de Monique s'emplirent de larmes. Elle savait qu'il en aurait besoin. Elle espérait que non, mais elle s'y était préparée. Elle l'aimait tellement, même après. Monique s'arrêta, essuyant ses yeux. Je n'ai jamais compris ça. Comment elle pouvait encore l'aimer après la façon dont il t'a traité ? Après ce qu'il a dit. C'est ce que fait une famille. On les aime même quand ils nous font du mal. C'est pour ça que tu es revenu ? En partie. Monique hocha lentement la tête. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Les légumes. Ceux que tu laisses sur le porche. Nous les avons mangés. Je sais. Ils sont bons. Vraiment bons. Elle marqua une pause. Merci. Elle s'éloigna avant que Sandrine ne puisse répondre. Sandrine resta dans le jardin, les mains tremblantes. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur. Une petite ouverture. Elle la prendrait. Au cours de la semaine suivante, les choses changèrent subtilement. Monique se mit à hocher la tête quand elle se croisait dans la cour. Léo fut autorisé à visiter le jardin ouvertement, aidant Sandrine à arroser et désherber. Le fils cadet de Pierre cessa de se moquer de la « salade de sorcière ». Pierre rentra un vendredi, pas les faibles, mais respirant plus facilement. Sandrine le regarda depuis le jardin alors qu'on l'aidait à entrer dans la maison. Il la regarda une fois, leva légèrement la main. Elle lui rendit son salut. Ce soir-là, elle trouva une assiette de nourriture au bas de l'échelle du grenier. De la vraie nourriture, chaude, un repas complet. Pas de mots, mais elle savait d'où ça venait. Elle mangea lentement, reconnaissante pour chaque bouchée. Le jardin continuait de prospérer. Les gens continuaient à venir, à prendre des produits, à la remercier. Madame Dubois rendait visite régulièrement, apportant des boutures et des histoires sur la mère de Sandrine. D'autres femmes plus âgées de la communauté commencèrent aussi à passer. Des femmes qui se souvenaient des anciennes méthodes, qui avaient connu la mère de Sandrine et respectaient ce qu'elle pouvait faire. Elles partageaient leur propre savoir. Quelles plantes poussaient le mieux ensemble, lesquelles repoussaient les nuisibles, lesquelles avaient des propriétés curatives. Sandrine écoutait et apprenait, ajoutant leur sagesse au journal de sa mère. Le jardin devint un lieu de rencontre, un lieu d'enseignement, un lieu où le savoir ancien n'était pas moqué, mais honoré. Mais Lucas regardait toujours de loin, le visage sombre de ressentiment, et Sandrine savait que la paix fragile qu'ils avaient trouvée n'était que temporaire. La véritable épreuve était encore à venir. C'est en nettoyant le grenier de la grange que Sandrine les trouva. Elle déplaçait des boîtes, essayant de créer plus d'espace, quand sa main effleura quelque chose de caché sous une lame de plancher lâche. Elle en sortit un paquet enveloppé dans de la toile cirée, jaunie par le temps. À l'intérieur se trouvaient des lettres, 23 d'entre elles, adressées à sa mère, de l'écriture de Sandrine. Chaque enveloppe était timbrée et scellée. Aucune n'avait été ouverte. Ses mains tremblaient tandis qu'elle vérifiait les cachets de la poste. La première datait de 6 mois après son départ. La dernière, de 5 ans plus tard. Toutes renvoyées à l'expéditeur. Sauf qu'elles n'avaient pas été renvoyées. Elles avaient été cachées. Elle porta le paquet jusqu'au jardin et s'assit lourdement sur le sol. Sa poitrine était oppressée. Pendant 5 ans, elle avait écrit à sa mère. Des vœux d'anniversaire, des nouvelles de sa vie, des excuses pour être partie, des espoirs de réconciliation.
Elle avait mis tout son cœur dans ses lettres. Et Pierre les avait toutes renvoyées, ou du moins l'avait-il dit. Mais il ne les avait pas renvoyées. Il les avait gardées, cachées, laissant leur mère mourir en pensant que Sandrine ne se souciait pas assez d'elle pour écrire. La rage et le chagrin tourbillonnaient en elle à parts égales. Elle voulait crier, jeter quelque chose, marcher jusqu'à la maison et confronter Pierre sur le champ. Mais il se remettait encore, était encore faible, et elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire face sans dire des choses qui ne pourraient être reprises. Elle resta assise dans le jardin jusqu'au coucher du soleil, les lettres étalées autour d'elle, essayant de comprendre. Pourquoi Pierre aurait-il fait ça? À quoi pensait-il? Léo la trouva là alors que la nuit tombait. « Tante Sandrine, ça va ?» Elle leva les yeux, réalisant qu'elle avait pleuré. « Je vais bien. »« Tu n'as pas l'air d'aller bien. » Il s'assit à côté d'elle, ramassant une des enveloppes. « C'est quoi ces lettres? » ?»« J'ai écrit à ton arrière-grand-mère. » Des lettres qu'elle n'a jamais pu lire. Léo regarda le cachet de la poste, puis le visage de Sandrine. Il était assez intelligent pour faire le lien. Papy. Oui. Pourquoi aurait-il fait ça? Je ne sais pas. Mais elle pensait savoir. Pierre avait été en colère quand elle était partie. En colère, blessé et convaincu qu'elle abandonnait la famille. Il avait probablement pensé qu'il protégeait leur mère d'un chagrin supplémentaire. Ou peut-être voulait-il simplement punir Sandrine d'être partie. Quoi qu'il en soit, le mal était fait. « Tu vas lui dire que tu les as trouvés ?» demanda Léo. « Oui. Mais pas ce soir. » Elle rassembla les lettres avec soin et les ramena au grenier. Le sommeil ne vint pas facilement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait sa mère attendre à la fenêtre, guettant une lettre qui n'arrivait jamais. Le matin, Pierre était assis sur le porche de la maison quand elle sortit. Il semblait plus mince, plus vieux, mais il avait meilleure mine. Il leva une main pour la saluer. Sandrine s'approcha, le paquet de lettres serré dans sa main. « Bonjour, » dit Pierre. Sa voix était encore rauque à cause de la pneumonie. « Bonjour. » Elle lui tendit les lettres. « J'ai trouvé ça dans la grange. » Le visage de Pierre pâlit. Il ne tendit pas la main pour les prendre. « Tu m'as dit que tu les avais renvoyés, » dit Sandrine doucement. « Tu m'as dit que maman savait que j'avais essayé de la contacter. » Sandrine. Elle est morte en pensant que je ne m'en souciais pas. Elle est morte en pensant que je l'avais complètement abandonnée. Pierre regarda les planches du porche. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait? Tu es parti. Tu lui as brisé le cœur. Je ne pouvais pas. Il s'arrêta, sa mâchoire se contractant. Chaque fois que tu écrivais, ça remuait tout. Elle pleurait pendant des jours. J'ai pensé que si les lettres s'arrêtaient, elle pourrait enfin passer à autre chose. C'était ma mère. C'était la mienne aussi. La voix de Pierre se brisa. Et je l'ai regardé te pleurer chaque jour. Je l'ai regardé planter ces maudites graines et écrire dans ce journal, parlant toujours de ton retour à la maison. Ça la tuait, Sandrine. L'espoir. Alors, tu l'as tué à la place. Oui. Il la regarda alors, les yeux rouges. J'ai tué l'espoir. Je lui ai dit que tu avais refait ta vie, que tu ne voulais pas revenir. Je lui ai fait croire pour qu'elle arrête d'attendre. Sandrine retint son souffle. Tu lui as dit que je ne voulais pas rentrer? Je devais le faire. Elle ne voulait pas lâcher prise sinon. Mon Dieu, Pierre. Je sais. Des larmes coulaient sur son visage buriné. Je sais ce que j'ai fait. Je le sais depuis 12 ans. Quand elle est morte, elle a dit. Sa voix se brisa complètement. Elle a dit de te dire qu'elle comprenait. Qu'elle ne t'en voulait pas. Qu'elle t'aimait quand même. Sandrine s'affaissa sur les marches du porche, ses jambes la lâchant. Sa mère était morte en pensant que Sandrine ne voulait pas d'elle. Était morte en lui pardonnant un abandon qui n'avait jamais été réel. Je pensais que tu reviendrais, dit Pierre. Après sa mort. Je pensais que tu viendrais pour l'enterrement, et que je pourrais expliquer. Et peut-être. Il fit un geste impuissant. Mais tu n'es pas venu. Je n'ai su qu'elle était morte que 3 semaines plus tard. Une cousine a fini par me retrouver. Le visage de Pierre se décomposa.
Oh, mon Dieu! Ils restèrent assis en silence, le poids de 30 ans de malentendu les écrasant tous les deux. Sandrine voulait le haïr. Une partie d'elle le haïssait. Mais elle pouvait aussi voir la peur sur son visage, la culpabilité qu'il portait, la logique terrible qui lui avait semblé juste à l'époque. « Je ne peux pas te pardonner, dit-elle finalement. Pas encore. Je sais. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. C'est déjà quelque chose. » Pierre hocha la tête, s'essuyant le visage avec une main rude. Le jardin, la façon dont tu as aidé les gens, la façon dont tu as été la même quand nous avons été cruels. C'est plus que ce que je mérite. Il ne s'agit pas de ce que tu mérites. Il s'agit de ce que maman voulait. Qu'est-ce qu'elle voulait? Sandrine sortit le journal de sa mère et l'ouvrit à la dernière page. Elle lut à haute voix, « Dis-lui que je lui pardonne. Dis-lui que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Dis-lui que le jardin se souvient. » Pierre s'effondra complètement alors, ses épaules secouées par les sanglots. Sandrine s'assit à côté de lui, sans le toucher, sans le réconforter, mais présente, témoin de son chagrin et de ses regrets. Quand il se calma enfin, il dit, « Je ne sais pas comment arranger ça. » « Tu ne peux pas. Mais tu peux arrêter d'empirer les choses. » « Comment ? » ?»« Laisse-moi rester. Laisse-moi m'occuper du jardin. Laisse Léo apprendre de moi. Arrête de te battre contre ce que maman a essayé de construire ici. » Pierre resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Il y a autre chose que tu dois savoir. » Il entra dans la maison et revint avec une boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des documents juridiques jaunis par le temps. « Maman a laissé un testament, » dit Pierre. « Elle t'a laissé la moitié de la propriété. La moitié avec le ruisseau et le pré. » Sandrine le dévisagea. « Quoi ? Je ne l'ai jamais fait enregistrer. Je ne pouvais pas faire face à l'idée d'essayer de te contacter. Pas après ce que j'avais fait. Alors j'ai juste. » Il fit un geste impuissant. « J'ai fait comme si ça n'existait pas. La terre est restée à mon nom. » Pierre. Tu pourrais la prendre maintenant. Tu pourrais prendre ce qui t'appartient et nous forcer à quitter le reste. Nous sommes si endettés que nous n'aurions pas d'autre choix que de vendre. Sandrine regarda l'acte de propriété, la signature de sa mère. La date, 2 semaines avant sa mort. Sa mère s'était assurée que Sandrine aurait quelque chose à son retour, même en sachant qu'elle ne reverrait peut-être jamais sa fille. Lucas le sait, dit Pierre. Il a trouvé les papiers le mois dernier. C'est pour ça qu'il a été si hostile. Il est terrifié que tu prennes la terre. C'est pour ça qu'il a essayé de détruire le jardin? Pierre la regarda vivement. Quoi? Il allait le brûler il y a quelques nuits. Léo l'en a empêché. Bon sang. Pierre se prit la tête dans les mains. Je ne savais pas. Il a peur. Vous avez tous peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Sandrine regarda l'acte un long moment, puis le reposa dans la boîte. Je vais y réfléchir. Elle se leva et retourna au jardin, laissant Pierre sur le porche avec le poids de ses secrets enfin révélés. Cet après-midi-là, elle étala la carte de sa mère sur le sol, la carte de la propriété dessinée à la main qui montrait non pas des limites mais des zones de culture, des sources d'eau, des endroits ensoleillés et des recoins ombragés. Sa mère n'avait pas vu la terre comme quelque chose à posséder, mais comme quelque chose à entretenir. Un être vivant qui avait besoin de soins, pas de contrôle. Sandrine traça les lignes avec son doigt, comprenant enfin ce que sa mère avait essayé de lui dire. L'héritage n'était pas une question de propriété. C'était une question de responsabilité, d'être le gardien de quelque chose de plus grand que soi. Elle savait ce qu'elle devait faire. Mais le savoir ne rendait pas la chose plus facile. Ce soir-là, Lucas vint au jardin. Il se tenait au bord des rangées, les mains dans les poches, le visage crispé de peur et de colère. « Tu as trouvé l'acte, dit-il. »« Oui. »« Tu vas le prendre ?»« Je ne sais pas encore. C'est notre maison. La maison de mes enfants. Tu ne peux pas juste. Je sais ce que c'est. » Sandrine posa sa truelle et se leva. « J'ai grandi ici aussi. Tu te souviens? Alors tu sais ce que ça nous ferait si tu prenais la moitié. On tient à peine le coup comme ça. Je sais. Alors, qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Parce qu'on n'en a pas.
Je ne veux pas d'argent. Alors quoi? La voix de Lucas monta. Qu'est-ce que tu veux de nous? Je veux ce que maman voulait. Que cette famille arrête de se déchirer. Lucas rit durement. Bonne chance avec ça. Ton père a failli mourir, Lucas. Tu ne penses pas que ça change les choses? Qu'est-ce que ça devrait changer? On ne peut toujours pas payer les factures. On risque toujours de perdre cet endroit. Ton retour ne règle rien de tout ça. Peut-être pas. Mais se battre les uns contre les autres ne le règle pas non plus. Lucas la regarda un long moment, une partie de la colère se drainant de son visage. Pourquoi es-tu revenu? Vraiment? Parce que j'en avais assez d'être parti. Parce que je n'avais nulle part où aller. Parce que je voulais savoir si je pouvais faire pousser quelque chose ici à part des regrets. Et tu peux? J'essaie. Il hocha lentement la tête, puis se tourna et s'éloigna. Sandrine resta dans le jardin alors que le soleil se couchait, entourée d'abondance, tenant un acte de propriété qui pouvait détruire le peu de paix qu'ils avaient trouvé. Le choix devant elle était clair. Mais la bonne réponse ne l'était pas. Elle pensa à sa mère, plantant des graines année après année, écrivant dans son journal, espérant le retour de sa fille. Elle pensa à Pierre, faisant des choix terribles par amour et par peur. Elle pensa à Monique, à Lucas et à Léo, tous piégés par des circonstances qu'ils ne pouvaient contrôler. Et elle pensa au jardin, prospérant malgré tout, donnant plus qu'il n'avait reçu. C'était peut-être là la réponse. Peut-être que la terre essayait de lui apprendre quelque chose que sa mère avait toujours su. Que l'abondance vient du don. Pas de la possession. Il lui suffisait de trouver le courage de lâcher prise. Sandrine organisa une réunion de famille 3 jours plus tard. Elle demanda à Pierre de rassembler tout le monde à la maison un dimanche après-midi. Il accepta sans demander pourquoi, bien que l'inquiétude dans ses yeux soit évidente. Ils vinrent tous, Pierre et Monique, Lucas et sa femme Chloé, le fils cadet Théo et sa petite amie, et même les petits-enfants. Ils remplirent la pièce principale de la maison, assis sur des chaises et le canapé, certains debout contre les murs. L'atmosphère était tendue, pleine d'attente. Sandrine se tenait près de la cheminée, la boîte en bois dans les mains. « J'ai trouvé quelque chose dans la grange », commença-t-elle. Des lettres que j'avais écrites à maman. Des lettres que Pierre lui a cachées. La pièce devint silencieuse. Monique regarda vivement Pierre. Le visage de Lucas se durcit. Pierre m'a dit pourquoi il l'a fait, continua Sandrine. Et je comprends, même si je ne le pardonne pas. Mais il y avait autre chose dans cette boîte. Quelque chose que vous devez tous savoir. Elle ouvrit la boîte et en sortit l'acte de propriété. Maman m'a laissé la moitié de cette propriété dans son testament. La moitié avec le ruisseau, le pré et le potager. Pierre n'a jamais fait enregistrer le testament, ne m'en a jamais parlé. Le silence se rompit. Tout le monde commença à parler en même temps. Attendez, dit Lucas d'une voix forte, coupant court au bruit. Tu es en train de dire que tu possèdes légalement la moitié de cet endroit. Oui. Et tu nous le dis seulement maintenant? Je ne l'ai découvert que moi-même il y a quelques jours. Chloé se pencha en avant, le visage pâle. Qu'est-ce que tu vas faire? Sandrine regarda autour d'elle, sa famille effrayée, en colère, sur la défensive. Elle pensa à ce que sa mère aurait voulu, à ce qui était juste, non seulement légalement, mais moralement. Je vais la rendre, dit-elle doucement. La pièce explosa à nouveau. Pierre se leva, l'air abattu. Sandrine, tu n'es pas obligée de. Laissez-moi finir. Elle attendit que tout le monde se calme. Je vais rendre la terre, mais avec des conditions. Lucas croisa les bras. Quelles conditions? Le jardin reste. Vous le travaillez ensemble, en famille. Vous partagez ce qu'il produit avec la communauté, comme le faisait maman. Et vous me laissez rester et enseigner à quiconque veut apprendre. C'est tout? Demanda Théo. Tu renonces juste à la moitié de la propriété pour quelques leçons de jardinage. J'y renonce parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que maman ne m'a pas laissé cette terre pour que je vous la prenne. Elle l'a laissée pour que j'aie une raison de rentrer à la maison. La voix de Pierre était rauque. Tu ferais vraiment ça, après tout? Oui. Pourquoi? Parce que j'en ai assez que cette famille soit brisée.
Parce que maman a passé 30 ans à espérer que nous guéririons, et je ne laisserai pas son espoir mourir avec elle. Monique pleurait ouvertement maintenant. Même Lucas semblait secoué, sa colère se dégonflant en quelque chose de plus complexe. Il y a plus, dit Sandrine. Elle sortit la carte de sa mère et l'étala sur la table. Maman a fait ça. Ça montre la propriété non pas comme quelque chose à posséder, mais comme quelque chose à entretenir. Des zones de culture, des sources d'eau, des espaces pour différentes récoltes. Elle voyait cet endroit comme un tout, pas comme des morceaux à diviser. Elle traça les lignes sur la carte. Si nous travaillons ensemble, nous pourrions faire prospérer cet endroit à nouveau. Pas seulement survivre, prospérer. Le jardin prouve déjà que c'est possible. Les gens viennent de partout pour le voir, pour avoir des produits. On pourrait s'agrandir, faire les marchés de producteurs, donner des cours, proposer des visites. Ça coûte de l'argent, dit Lucas. Mais sa voix manquait de son tranchant habituel. Ça coûte du travail, le corrigea Sandrine. Mais un travail que nous pouvons nous permettre. Elle le regarda directement. Je sais que tu as peur de perdre cet endroit. Moi aussi. Mais se battre les uns contre les autres n'est pas la solution. Travailler ensemble pourrait l'être. Pierre se racla la gorge. De quoi aurais-tu besoin de notre part? De l'aide pour le jardin. Des gens prêts à apprendre. Un engagement à faire ça à la manière de maman, partager ce que nous cultivons, enseigner ce que nous savons, faire partie de la communauté au lieu d'en être à part. Et si on dit non? Demanda Lucas. Alors je vous donnerai quand même la terre. Mais je partirai. Et vous serez de retour à la case départ. La famille se regarda. Sandrine vit le calcul sur leur visage, la pesée des options, l'évaluation des risques. Elle avait tout mis sur la table. Maintenant, c'était à eux de décider. Finalement, Pierre parla. Je le ferai. Quoi que tu aies besoin. Monique hocha la tête. Moi aussi. Théo haussa les épaules. J'en suis. Tout le monde se tourna vers Lucas. Sa femme lui toucha doucement le bras. Lucas. Il regarda Sandrine un long moment. Elle vit la lutte sur son visage. L'orgueil en guerre contre le pragmatisme. La peur combattant l'espoir. Une condition, dit-il finalement. Quoi? Tu apprends aussi à mes enfants. Tout ce que tu apprends à Léo, je veux qu'il le sache. Sandrine sentit sa gorge se serrer. Je serais honoré. Lucas hocha la tête une fois, sèchement et de manière décisive. Puis, d'accord. Faisons-le. La tension dans la pièce se brisa. Les gens se mirent à parler, à poser des questions, à faire des plans. Sandrine répondit du mieux qu'elle put, mais surtout, elle sentit un soulagement l'envahir par vagues. Pierre la prit à part alors que les gens commençaient à partir. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. Maman me l'a demandé. Comment? Sandrine lui montra de nouveau la dernière page du journal, les mots qu'elle lui avait lus auparavant. Elle savait que je reviendrais. Elle savait ce que je trouverais. Et elle m'a fait confiance pour faire ce qu'il fallait avec. Elle a toujours eu plus de foi que de bon sens, dit Pierre. Mais sa voix était chaleureuse. Peut-être que c'est la même chose. Il la serra dans une étreinte maladroite, la première fois qu'il s'enlaçait en 30 ans. Sandrine le serra en retour, sentant ses épaules minces, l'odeur familière de fumée de bois et de savon. Merci, murmura-t-il. Nous sommes une famille, dit-elle simplement. C'est ce que font les familles. Ce soir-là, tout le monde se rassembla au jardin. Sandrine leur montra les rangées, expliqua ce qu'elle avait planté et pourquoi, leur enseigna les méthodes de sa mère. Léo et ses cousins couraient entre les rangées, s'exclamant devant le chou violet et les courges tordues. Lucas posait des questions précises sur le pH du sol et les calendriers de plantation. Chloé prenait des notes. Théo se mit à parler de construire des carrés potagers surélevés pour la saison suivante. Même les plus jeunes petits-enfants aidaient à arroser, leurs petites mains prudentes sur les arrosoirs. Au coucher du soleil, Monique apporta de la nourriture, poulet froid, baguettes fraîches, une salade du jardin de Sandrine. Ils mangèrent, assis par terre, se passant les assiettes et parlant de l'avenir. Pour la première fois depuis son retour, Sandrine se sentit à sa place. Mais plus tard,
après que tout le monde soit rentré à la maison, elle se tint seule dans le jardin et sentit le poids de ce qu'elle avait fait. Elle avait renoncé à la moitié d'une propriété, à la sécurité, à la seule chose qui lui appartenait légalement, indiscutablement. Elle avait tout misé sur la conviction que la famille tiendrait sa parole, qu'ils travailleraient ensemble, que le jardin pourrait guérir ce qui était brisé. Et elle n'était toujours pas sûre d'avoir fait le bon choix. « Ai-je fait ce qu'il fallait, maman » murmura-t-elle à l'obscurité. Le jardin ne répondit pas, mais une brise traversa les rangées, faisant bruire les feuilles, emportant l'odeur des soucis et de la terre. C'était comme un oui. Sandrine toucha la plante la plus proche, une aubergine lourde de fruits, et fit une promesse. Elle resterait, elle enseignerait, elle entretiendrait cette terre et cette famille jusqu'à ce que les deux soient entiers à nouveau, ou jusqu'à ce qu'elle ait tout donné en essayant. Le lendemain matin, Pierre déposa les papiers pour transférer officiellement l'acte. Puis il le déchira. « C'est une seule et même propriété, dit-il, comme ça aurait dû l'être depuis le début. » Sandrine regarda les morceaux voltés dans la poubelle et sentit quelque chose en elle se libérer enfin. La terre n'était ni à elle, ni à Pierre, ni à personne. C'était simplement la terre, et ils en étaient tous les gardiens. C'est ce que leur mère avait essayé de leur apprendre depuis le début. Maintenant, il leur suffisait de vivre comme s'ils y croyaient.